Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. On la surnomme le Vatican du chiisme. Toute l'année, elle attire des millions de pèlerins venus se recueillir sur le tombeau de l'imam Ali. Retour ce soir à Nadjaf, l'ostracisé, redevenu ville sainte et rebelle. Direction le Salvador, le pays le plus dangereux au monde, hors zone de guerre. À l'origine de cette folie meurtrière, les Maras, des gangs de jeunes qui font trembler tout le pays et même le gouvernement. Comment? Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. Les Iraniennes continuent à petits pas leur évolution de l'intérieur. Elles sont très présentes dans le monde de l'art notamment. Photographes, peintres ou encore directrices de galeries. Nous avons suivi l'une d'entre elles. La soie comme fil conducteur d'une découverte originale de Lyon, de François Ier aux textiles intelligents. Ce soir, dans Code 24, nous vous faisons rencontrer les derniers canuts de Lyon et leurs plus belles étoffes. On la surnomme le Vatican du chiisme. Toute l'année, la ville de Nadjaf, au sud de l'Irak, attire des millions de pèlerins venus se recueillir sur le tombeau de l'imam Ali, cousin et gendre de Mahomet. La ville sainte irakienne, ostracisée sous Saddam Hussein, est connue pour avoir été le point de départ de l'insurrection contre l'invasion américaine en 2004. Julien Fouché est retourné à Nadjaf où les milices sont désormais en guerre contre l'organisation État islamique. Il y a 1300 ans, ce n'était qu'un simple talus. Une tombe anonyme et secrète au milieu d'une oasis. Celle d'un imam, le premier pour les chiites, l'imam Ali. Sur son emplacement aujourd'hui, l'une des plus grandes villes d'Irak, Nadjaf, 1 million d'habitants. Régulièrement, sa population est multipliée par 2, par 10 même. Des cars bondés de touristes affluent dans les ruelles de la vieille ville. Sur ces trottoirs, c'est un défilé de valises à roulettes. Ils sont venus de tout l'Irak, de tout le Moyen-Orient, du monde entier. Vous venez d'où? D'Inde. On vient d'Iran. On est venu à 120, tous ensemble de Karachi, du Punjab. Pour l'anniversaire de l'imam Ali, la paix soit avec lui. Nous sommes là pour prier. 2 journées de célébration pour la naissance de celui dont la dépouille repose derrière ces murs. Voici l'un des lieux les plus saints de l'islam. Un mausolée recouvert d'or, entouré de tapis persans. Une tombe devant laquelle Haider se rend chaque matin pour y chanter les louanges de celui qu'il vénère. Accompagné par des centaines de fidèles. Simple chanteur, il est pourtant adoré au même titre que les religieux qui l'emploient. Je chante toujours pour l'imam Ali, en son nom. Donc les gens demandent que je les bénisse pour soigner les malades, par exemple. Ils viennent me demander de prier pour eux. Je suis leur serviteur, avec l'autorisation d'Allah. Haider avait 16 ans quand l'armée américaine arrive à Nadjaf. À l'été 2004, un groupe armé chiite établit sa place forte dans le mausolée et ses alentours. Les Américains encerclent la vieille ville, la pilonnent et forcent des dizaines de milliers de familles à partir, comme celle d'Haider. La bataille de Nadjaf devient l'acte de naissance de l'insurrection chiite pendant la guerre en Irak. Haider est revenu vivre dans sa ville natale il y a 5 ans. Sur les bords de l'Euphrate, l'Irak veut montrer un autre visage.
celui de l'insouciance et de la paix. Le chanteur s'est marié et il a un petit garçon qu'il a appelé Ali. Ce que je veux pour lui dans le futur, c'est de ne pas avoir une vie comme la mienne. J'ai vécu dans un environnement de guerre, d'oppression, qui m'a volé ma jeunesse. Ce dont je me souviens, c'est de cet ouragan qui est arrivé en Irak, partout dans le pays. C'était un ouragan de sang. Je me souviens qu'on n'avait plus de nourriture, plus d'eau, et il fallait qu'on rationne les vivres. Et désormais, avec l'arrivée des pèlerins, les autorités se concentrent sur la reconstruction de Najaf, parce que la ville est devenue une capitale internationale pour les chiites. Reléguée aux oubliettes sous le règne de Saddam Hussein, la ville chiite est aujourd'hui en plein boom. Des grues poussent un peu partout, les chantiers fleurissent à chaque coin de rue. Najaf n'a été doté d'un aéroport international qu'en 2008. Il faut déjà l'agrandir. 5 millions de passagers l'empruntent aujourd'hui chaque année, soit presque autant que celui de la capitale, Bagdad. Face à ce pèlerinage de masse, le mausolée doit multiplier par 10 ses capacités d'accueil. Les autorités religieuses ont choisi une entreprise iranienne pour les travaux. Le grand imam du lieu de culte s'est visiblement inspiré d'un mélange entre un centre religieux et un temple de la consommation. Il y aura un tunnel pour les voitures, de l'entrée jusque sous le mausolée, et après des escaliers mécaniques jusque dans les lieux saints. Il y aura donc un immense parking, des restaurants, des hôtels, des musées, et donc le pèlerin sera dans de bonnes conditions pour rendre visite à l'imam Ali. La paix soit avec lui. Le dignitaire mise sur la fin des travaux dans un peu plus d'1 an. Il faut faire vite. De plus en plus d'étudiants en religion viennent du monde entier pour parfaire leurs connaissances dans la ville sacrée. Hussein est sud-africain, il vient de Pretoria. Il appartient à la minuscule minorité chiite de son pays, à peine 10 000 fidèles dans une nation à majorité chrétienne. Il y a ce livre qui contient beaucoup de prières différentes. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui que vous recherchez. Il y a beaucoup de choix ici. C'est un marché chiite, donc il y a des livres chiites et on a ce qu'on veut. Dans d'autres endroits dans la région, vous ne trouvez pas un seul de ces livres. D'une certaine manière, c'est un paradis pour moi. Pour les livres, il y en a partout. Quand il est arrivé, il était l'un des rares étudiants étrangers dans le pays. Qui c'est ? Et lui, il vient de Tanzanie. Cela fait 2 ans qu'il est en Irak, 3 mois à Najaf. Maintenant, ça va mieux. Les gens sont plus habitués à voir des gens à la peau noire, contrairement au début. C'était « Oh !» Ah. Mais c'est une chose que j'adore avec les Irakiens. Même s'ils me regardent, ils vont venir et me demander d'où je viens, comment je vais. Ils ont une sorte de curiosité. Il est le tout premier Sud-Africain à venir étudier l'islam à Najaf depuis la fin de la guerre contre les Américains. Hussein compte bien revenir dans son pays auréolé d'une coiffe de leader chiite éduqué en Irak. Voici son école, l'une des plus réputées de la ville. Elle est gratuite, financée par un puissant imam de la région. Une 60aine d'étudiants étrangers y sont logés, nourris. Ils viennent d'Afrique, d'Iran et d'Europe. Les cours sont tous en arabe. Et donc je ne peux pas y assister. Bilal, 19 ans, est arrivé il y a 1 semaine de Birmingham. C'est compliqué l'arabe ? L'arabe, c'est très très dur. Mais c'est obligatoire d'apprendre l'arabe. Comme la famille d'Hussein, celle de Bilal téléphone régulièrement dès qu'un attentat vient rappeler que l'Irak est l'un des pays les plus dangereux au monde.
Ma mère m'appelle tout le temps pour me dire « J'ai vu ça et ça qui se passait dans les infos ». Et je dis « Non, ça ne s'est pas passé à Najaf, c'était autre part ». Il y a une idée fausse sur Daesh qui se réparte en Irak et qu'il y aurait la guerre partout ici. Il y a d'autres endroits dangereux comme Paris où il y a eu des bombes, comme Bruxelles aussi. Sauf qu'à Najaf, le territoire de l'organisation État islamique n'est qu'à une centaine de kilomètres. Les chiites sont la cible privilégiée du groupe terroriste. Dans leur capitale, la menace reste omniprésente. Voici le convoi du gouverneur de Najaf. 5 4x4 blindés, discrets. Le chef de la province est dans l'un d'entre eux, jamais 2 fois de suite, dans la même voiture. Pour les djihadistes, il est l'homme à abattre. Je crois qu'ils ont toujours manqué leur cible. Oui, ils planifient des attentats sur Najaf, qui ont toujours été déjoués. Moi, je veux que Najaf devienne l'une des plus belles villes au monde. Mais le conflit semble rattraper la ville, malgré elle. Ce matin, le gouverneur a tenu à visiter un orphelinat avant de commencer sa journée. Des enfants qui ont perdu leurs parents dans une guerre dont ils ne connaissent ni le début, ni la fin. Il s'appelle Sajjad. Son père est mort, il a été abattu par balle. Il était policier. Il sait qu'il est mort, mais pas par qui il a été tué. Quelques cadeaux, quelques mots d'un gouverneur qui veut croire en un avenir meilleur pour ses orphelins. Si je vous rends visite aujourd'hui, c'est pour rencontrer ceux qui sont très importants pour la communauté, ceux qui, pour moi, vont reconstruire Najaf dans le futur. Il y a des forces obscures en ce moment qui cherchent en permanence à viser Najaf, à frapper cette province, à détruire nos imams. La guerre a laissé des milliers d'orphelins dans son sillage. Les combattants sont enterrés dans ce cimetière, la plus grande nécropole musulmane au monde. 5 millions de chiites y ont été inhumés. Les tombes fraîches des miliciens se succèdent à perte de vue. Ces hommes, tous chiites, ne sont pas morts sous les balles des Américains, mais sous celles de leur nouvel ennemi, le groupe État islamique. De jour comme de nuit, les fossoyeurs sont au travail. Ici, juste à côté, un cercueil recouvert d'un drapeau irakien. Ce leader religieux est chef d'une milice de 300 combattants qui fait face à Daesh au nord du pays. Cette nuit, Abdul Latif enterre l'un des siens. Ce matin, au lever du jour, ma brigade, la Ashura Katiba, a essuyé des tirs de Daesh. Nous avons 2 morts, 2 martyrs et plus d'une vingtaine de blessés. Comme des dizaines de milliers d'hommes de Najaf, ces Irakiens ont tout quitté pour partir au front faire face aux djihadistes sunnites. Une seule personne lève le corps. Ne le lâche pas. Impossible de connaître le nombre de ces chiites tombés au combat depuis 2 ans. Les autorités refusent de donner un chiffre, comme pour ne pas saper le moral des troupes. Abdul Latif nous emmène chez lui. Il veut aussi nous montrer les exploits de sa brigade. Des photos prises sur la ligne de front à une centaine de kilomètres de là. Mais surtout, des cadavres exhibés comme des trophées de guerre. C'est un kamikaze et je l'ai tué avant qu'il se fasse exploser. C'est une photo souvenir. Les ONG dénoncent régulièrement les crimes de guerre commis par ces miliciens. On n'a pas le choix de toute façon de se défendre nous-mêmes, de défendre nos enfants, notre terre, nos croyances, nos mausolées. C'est complètement normal. Défendre une branche de l'islam et ses fidèles. Ils seront plus de 2 millions ce soir-là à venir célébrer l'anniversaire de leur imam, le fondateur du chiisme. Dans le chant, la danse, mais surtout dans la prière.
Dans un coin du mausolée, le chanteur Haider est monté sur une chaire. En face de lui, des hommes frappent leur poitrine pour commémorer le martyre de leurs imams. Abdul Latif, le chef de milice, et quelques-uns de ses hommes sont venus eux aussi prier au mausolée. Un peu aussi pour mesurer leur popularité. Merci, merci, Notre cœur est avec vous. merci. Je prie pour que vous soyez victorieux dans votre combat, dans la défense de notre honneur. Merci, merci. Des Pakistanais, des Libanais, des Iraniens viennent féliciter leur nouveau héros pris dans une embuscade d'appareils photo et de demandes d'autographes. Sans nous, les milices, toutes ces personnes qui viennent d'Iran, du Pakistan, ne pourraient pas visiter ce mausolée. Sans nous qui défendons ce lieu sacré et l'Irak, il n'y aurait pas tous ces pèlerins. Najaf semble être toujours celle qui donne le ton de l'insurrection chiite en Irak. Que ce soit contre les Américains il y a 10 ans ou contre des groupes armés sunnites. Ce soir, Najaf veut oublier le temps d'une nuit son histoire violente. Celle d'une ville aux deux visages, sainte et rebelle. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En 2015, au Salvador, 6650 personnes ont été assassinées sur une population de 6,4 millions d'habitants. Cela veut dire qu'en un an, plus d'une personne sur 1000 a été victime d'homicide, faisant du Salvador le pays le plus dangereux au monde, hors zone de guerre. Et 2016 a commencé sur un rythme encore plus effréné de violence. À l'origine de cette folie meurtrière, les Maras, ces gangs rivaux qui, à l'origine, se battaient entre eux, mais qui désormais terrorisent le pays entier, menacent, extorquent ou assassinent les habitants qui ne leur paient pas leur tribut. Les mareros, comme on appelle les membres de ces maras, sont désormais tellement nombreux qu'ils sont capables d'imposer leurs exigences au gouvernement. Mais comment ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Fumigation dans un quartier pauvre près de San Salvador. Dans l'équipe, des employés municipaux, mais aussi un adolescent qui refuse de nous parler. C'est pourtant lui, le vrai maître à bord. Ce jeune homme derrière vous, vous avez dû lui demander la permission d'entrer dans le quartier ? Oui, il fait partie de la structure, celle qui nous a accordé l'autorisation pour entrer dans le quartier. On a un comité de direction de la commune, formé de 23 personnes, et cet adolescent en fait partie. Il appartient à la structure de l'AMS. Cette structure, intégrée dans les affaires de la ville, c'est une Mara, un groupe criminel. Car la Mara MS, c'est aussi ça. 8 employés d'une compagnie d'électricité ont été massacrés aujourd'hui à l'arme blanche et au pistolet. Les faits sont attribués à la Mara MS, dont les membres ont pour habitude de se cacher dans les grottes de la région. 3 grandes Maras se livrent une lutte à mort. La 18, la MS et la nouvelle Revolucionaria. Partout, elles marquent leur territoire. Celui qui s'aventure dans leur quartier sans être identifié peut y laisser la vie. C'est tous les jours. On est habitué à tomber sur ce genre de scène n'importe où. La plupart sont très jeunes, de jeunes hommes en général. C'est devenu un délit d'être jeune au Salvador. C'est très risqué. À la morgue de San Salvador, 10 employés ont dû être recrutés en 2015 pour faire face à une vague de violence sans précédent. Il a été victime d'une arme à feu. Impact dans le crâne. L'année dernière, ça a été terrible. Et cette année, ça continue au même rythme.
Certains jours, on a reçu plus de 40 corps. On ne savait plus où les mettre. On devait les laisser ici, sur des brancards, comme dans une salle d'attente. Il y a 20 ans, les Maras n'étaient que de petits gangs rapatriés de Los Angeles après la guerre civile. Ils se battaient au couteau. Ils s'affrontent désormais à l'arme lourde, extorquent la population et provoquent le chaos par de simples communiqués émis par les leaders emprisonnés. À plusieurs reprises, ils ont bloqué les transports publics dans tout le pays, réclamant de meilleures conditions de détention. Ils menaçaient de tuer les chauffeurs qui s'aventureraient à circuler. Catalino dirige une compagnie de bus. Ces grèves forcées, il a dû s'y plier. Mais il y a une chose qu'il n'accepte pas. Je connais des entreprises de transport qui sont extorquées par 3 différentes maras sur un seul et même parcours. Les maras contrôlent désormais le transport dans son intégralité, les 10 500 bus en circulation. Elles ont répertorié les plaques, l'itinéraire, l'origine, la destination, et ils raquettent désormais pratiquement 100% de la flotte. Armé et sous escorte, Catalino a survécu à 3 tentatives de meurtre. Car il est le seul entrepreneur de transport qui refuse de payer son tribut aux maras. Son courage a un coût, $1 million pour un système de vidéo et géosurveillance. Ici, on est en mesure de contrôler toutes nos unités sur les 9 parcours qu'on emprunte. Plusieurs assassinats ont été commis sous ces caméras. Passagers, mais aussi chauffeurs mauvais payeurs. En 12 ans, 1034 employés de transport sont morts sous les balles des maras. Quant à Catalino, il ne répond plus aux appels de menaces. Si tu réagis nerveusement, tu vas passer des moments difficiles quand ils te harcèlent par téléphone, parce que ça ne parle que d'argent et de mort. À raison de 5 ou 10 $ par bus et par jour, les maras gagneraient entre 18 et 36 millions de dollars par an dans le secteur. Nous nous rendons dans un quartier pauvre de San Salvador, la Fossa. Nous y entrons avec l'accord de 7 hommes, surnommé El Clavo. C'est le chef local de la Mara Revolucionaria. Notre Mara a la réputation d'être la plus dangereuse des 3. Parce qu'on assassine des policiers, des militaires et tous ceux qui leur sont liés. Mais dans son quartier, El Clavo est considéré comme un gardien de la paix. Ah ouais, madame? Oui, c'est pauvre, mais tranquille. Ici, on vit tranquillement. Et qui fait respecter l'ordre ici? Ce sont eux, et en particulier un certain Clavo. Mais comment vous résolvez les problèmes? On vérifie qui a commis le vol et on s'arrange pour qu'il paye ou qu'il rende son butin. Et après? Et bien sûr, après on lui donne une bonne correction. Les maras se sont fait accepter dans les quartiers en commettant leurs crimes loin de chez eux. Moi, je suis de la Revolucionaria, mais ici dans mon quartier, je ne suis rien. Quand j'en sors, c'est autre chose. Il y a des zones où moi, je peux pas aller. Et ceux de là-bas peuvent pas venir non plus. Ici, c'est comme ça. Si je me pointe dans un quartier de la MS, je me ferai tuer. Et pour protéger la fossa des maras indésirables, la Revolucionaria a construit sa forteresse. Le quartier est bouclé jour et nuit, aux frais des habitants. Aux simples habitants, on leur fait payer 3 $ par mois. Et ceux qui ont une voiture, c'est 5. Et si la police veut entrer? Ils doivent nous demander la permission d'abord. Et nous écrire qui ils viennent voir, quelle famille les a appelés. Des autorités parallèles qui feraient travailler environ 1 personne sur 10 aujourd'hui au Salvador. Est-ce que tu considères que tu travailles pour la Revolucionaria? Pas spécialement, mais en fait, oui. Ce sont eux qui dirigent? Oui, ce sont eux qui commandent. Mais les maras vont encore plus loin. C'est désormais la politique qui les intéresse. Voici le porte-parole officiel de la Mara 18. Il se fait appeler Santiago. Nous le rencontrons loin des bruits de la ville.
Nous avons la capacité de mobiliser 600 000 personnes dans ce pays. Et on a le pouvoir de les incliner vers le courant politique qui nous convient. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait. Tout comme nous n'avons pas encore franchi le pas de réunir 50 000 signatures pour pouvoir créer notre propre parti politique. Vous pensez le faire un jour? Pour le moment, je ne crois pas. Peut-être que si. Peut-être qu'on est déjà en train de le faire, ou qu'on pense à le faire. Il se pourrait aussi qu'à un certain moment, nous décidions de soutenir, avec notre groupe influent de votants, un certain mouvement politique. Depuis qu'elle s'ouvre aux médias, la Mara 18 s'autoproclame défenseur des démunis. Ici, les pauvres ne sont représentés nulle part, dans aucune des sphères, ni politique, ni sociale, nulle part. Et pourtant, nous sommes beaucoup plus nombreux que les riches. Mais vous-même, vous extorquez aussi les plus pauvres dans ce pays. Oui, c'est vrai, nous le savons. Nous avons conscience que c'est très injuste d'extorquer un pauvre vendeur de tortillas ou une petite boutique de quartier. Légitimement, ça ne devrait pas arriver. Congrès annuel du parti d'opposition. Sur l'estrade, les leaders sont tout sourire. Mais en coulisses... J'ai été maire de San Salvador et bien souvent, quand je devais visiter certains quartiers, je ne comprenais pas pourquoi mon équipe de sécurité me disait « Monsieur le maire, la visite est annulée ». Après, je me rendais compte que c'était parce que les Maras ne voulaient pas me voir là-bas et que c'était trop risqué pour moi de m'y rendre. Pensez-vous que les Maras peuvent changer le cours et le résultat d'une élection? Je pense non seulement qu'ils le peuvent, mais aussi qu'ils l'ont déjà fait. À de très nombreuses reprises, au cours des 3 dernières élections, les Maras ont pour ainsi dire séquestré la population pour les empêcher d'aller voter pour l'un ou pour l'autre. Ils connaissent les affinités politiques des gens, et si ça ne leur convient pas, ils leur retirent leur carte d'électeur. Dans cette foule de politiciens, il y en a un qui reste discret. Mais à San José Guayabal, où il est le maire, c'est une autre histoire. Mauricio Villanova patrouille régulièrement avec ses hommes, munis d'un gilet pare-balles et d'un franc-parler hors du commun. Les mareros me détestent, bien sûr. C'est pour ça qu'on a décidé que j'allais patrouiller armé. Le secret de Monsieur le maire, combattre les Maras en utilisant les mêmes méthodes qu'eux. Lui, c'est un de nos leaders. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous, tout est tranquille? Oui, aujourd'hui, je n'ai rien noté de spécial. On communique par téléphone. Chaque événement suspect, chaque personne qui agit bizarrement, on passe l'info et ça reste confidentiel. Les mareros sont leurs hommes à chaque coin de rue qui espionnent les faits et gestes des policiers et des militaires. Alors nous, on utilise la même technique contre eux. Grâce à cette communication constante avec ses administrés, aucun meurtre n'est à déplorer depuis le début de l'année parmi les 11 000 habitants. Un petit miracle à l'échelle salvadorienne. Je te demande de garder l'œil ouvert concernant une info qu'on m'a donnée. Il paraît que près de chez les Ortiz, on a vu des jeunes avec des armes lourdes. Mais attention, on ne me l'a pas encore confirmé. Bon, je vais appeler mes contacts et essayer d'en savoir plus. La police locale enchaîne les détentions grâce aux pistes données par les informateurs. Malgré les menaces de mort, le maire continue sa stratégie frontale et décomplexée. Ce graffiti a été nettoyé par un membre de la Mara qui l'avait peint. On l'a obligé à l'effacer. Et ça leur fait très mal. Ça les blesse profondément. Les lettres MS étaient inscrites. MS, 18, révolutionnaria. Des mots qui font trembler les Salvadoriens. Depuis l'été 2015, la justice les considère même comme des terroristes. Nous considérons que nous devons répondre à la clameur populaire qui réclame plus de sécurité.
Ce matin, le procureur présente à la presse 240 mareros présumés. Des rafles massives qui ne semblent jamais venir à bout du problème. On m'accuse d'être un terroriste, mais c'est seulement parce que j'ai des tatouages. Vous dites que certains dans ce groupe assis derrière vous n'ont rien à voir avec la Mara? Ceux qui ne sont pas tatoués, ce sont des civils innocents. Nous, on est des mareros. Des preuves difficiles à établir, une police débordée. La plupart seront bientôt de nouveau libres. Le pays connaît ses pires heures depuis la guerre civile. Près de 1500 meurtres au cours des 2 premiers mois de cette année. Pourtant, les mareros le reconnaissent eux-mêmes. Aucune différence de fond ne sépare les 3 grandes maras. Mêmes adolescents issus de l'extrême pauvreté. Même absence de perspective d'avenir. La jeunesse salvadorienne se meurt d'une guerre dont plus personne ne comprend le sens. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Les Iraniennes continuent à petits pas leur évolution de l'intérieur. On le sait peu, mais elles sont très présentes dans le monde de l'art notamment. Photographes, peintres ou encore directrices de galeries. Nous avons suivi durant une journée l'une d'entre elles, Anaïta Gabayan, qui a représenté son pays lors de la dernière foire de photographie Art Paris en mars dernier. Elle a même pu l'expliquer au président François Hollande qui a choisi de se rendre sur son stand. Son portrait à Téhéran par Mariam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. Elle dirige l'une des galeries de photographie les plus en vue de Téhéran. Anaïta Gabayan parcourt désormais toutes les foires d'Europe pour exporter la photographie iranienne. Seul support avec lequel on ne triche pas, selon elle. Et ce jour-là, elle fait le compte-rendu à Shadi d'Art Paris, dont elle revient. Je fais de mon mieux pour présenter leur travail et de les remercier de m'accompagner dans mon travail. C'est très très important qu'il y ait cet échange. Et ça, je l'ai appris. Au départ, je ne le savais pas. Shadi est l'une des premières photographes plasticiennes d'Iran. La galeriste suit le parcours semé d'embûches de la photographe depuis ses débuts. Shadi s'est elle aussi illustrée dans son domaine, avec des clichés représentant seulement des femmes, et interrogeant son public sur leur place dans la société iranienne. Il y a un attrait pour les femmes artistes dans le monde, et en particulier pour les Iraniennes. Car jusqu'à présent, elles avaient très peu de visibilité. Et donc, quand on les expose en France, à Paris, les gens veulent voir ce qu'elles ont à montrer. Anaïta est revenue en Iran il y a 20 ans, après des études en Europe. 5 ans après, elle ouvrait le premier espace entièrement dédié à la photo, comme un vecteur pour libérer la parole. Et chaque jour, elle constate les changements de son pays. Mais tu as vu ça? Il y avait toujours des photos de guerre, des photos tristes, et là il y a une caricature. Sans s'appliquer une autocensure, la galeriste fait tout de même attention à bien choisir les artistes qu'elle expose et surtout leur contenu. Sa galerie, c'est aussi son moyen d'expression. Je ne cherche pas tout ce qui est sensationnel. Ça ne sert à rien tout ça. Je ne le ferai jamais de toute façon. Je crois que c'est la démarche de beaucoup de gens ici. On en a parlé et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon ça ne sert à rien. On me ferme la porte de ma galerie et qu'est-ce que j'aurais obtenu? C'est l'heure des dernières vérifications dans la deuxième salle qu'elle dirige. Ce vendredi, c'est le vernissage d'un photographe de Shiraz qui expose des clichés sur la guerre. Elle souhaite le lancer dans la capitale. C'est pas un métier, c'est tout récent finalement. Au moment avant la Révolution, il y avait peut-être 1 ou 2 galeries. Quand j'ai demandé l'autorisation pour ouvrir une galerie, on m'a dit mais c'est qui s'occupe de vous? J'ai dit mais comment ça, qui s'occupe de moi? Bah venez, vous n'avez pas un mari, un papa? Ce jour-là, son père est venu la féliciter, visiblement ému. Vous êtes fière? Oui. Elle se dépense beaucoup.
C'est évident, elle doit travailler. Aujourd'hui, il existe plus d'une cinquantaine de galeries dans la capitale, dont beaucoup sont dirigées par des femmes. Alors que la majorité des étudiants en médecine s'avèrent être des femmes, le Pakistan est aujourd'hui confronté à une pénurie de médecins. Car après le mariage, la plupart des Pakistanaises cessent de travailler pour se consacrer notamment à plein temps à leur famille. Bien souvent, elles n'ont pas le choix, victimes de pression sociale. 2 femmes médecins ont eu l'idée de faire travailler de chez elles des docteurs qui souhaitaient continuer à pratiquer. Elles ont lancé il y a 1 an Doctors, une structure qui connecte des femmes médecins à des patientes grâce à Internet. C'est un reportage de Taha Siddiqui et Claire Debuzer. Ces étudiantes en 3e année de médecine se rêvent chirurgiens ou cardiologues. Pour l'instant, je m'imagine plutôt en train de pratiquer. Je me concentre sur ma carrière. Mais avec l'âge, peut-être que mes priorités vont changer, peut-être que je vais être amenée à abandonner ma carrière pour fonder une famille. Mais pour l'instant, mon avenir professionnel est ma priorité. Pourtant, statistiquement, sur les 5 filles du groupe, une seule pratiquera son métier dans les années qui viennent. Au Pakistan, près de 3/4 des étudiants en médecine sont des femmes, mais 1/4 seulement finira par exercer. Les autres y renoncent. La faute aux pressions de l'entourage qui attend d'elles qu'elles se consacrent avant tout à leur famille. Mais certaines ont trouvé la parade, comme ici dans ce petit dispensaire de Karachi. Bonjour, docteur Rabia. C'est Samina. D'un côté de l'écran, auprès de la patiente, Samina est infirmière. De l'autre, à 700 km de là, le docteur Rabia mène la consultation. A-t-elle des douleurs dans tout le corps ou dans des zones spécifiques? Non, juste dans les genoux et la colonne vertébrale. La patiente d'aujourd'hui a des douleurs liées à son contraceptif. Elle a besoin de vitamine D sous forme liquide. En gouttes? Oui, en gouttes. Ok. Dites-lui de mélanger ça dans un verre de lait tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Oui, 6 en tout. 6 ampoules. La jeune médecin a dû suivre son mari et sa belle famille dans une autre province. Après 2 ans d'inactivité, la télémédecine est le moyen qu'elle a trouvé pour continuer à pratiquer. Pour les femmes médecins, c'est difficile de concilier le travail et la vie de famille car il y a des gardes de nuit et toutes sortes de contraintes qui poussent les femmes à démissionner. Mais cette méthode me convient bien, je travaille de chez moi, je peux porter le hijab, je ne suis pas obligée de sortir si je ne le veux pas et je peux facilement faire les consultations d'ici. Comme le docteur Rabia, une dizaine de femmes médecins installées partout dans le pays travaillent à distance dans les 5 cliniques qui proposent ce service. La consultation coûte 100 roupies aux patients, soit un peu moins d'1 euro, et jusqu'à 5 € pour certains spécialistes. L'idée a germé dans l'esprit du docteur Ifat et d'une consoeur il y a 3 ans, au moment où toutes les deux attendaient leur premier enfant. Les femmes qui ne travaillent pas, surtout les docteurs, devraient avoir une alternative. Sinon, c'est un énorme gâchis en termes de ressources humaines. Elles devraient être rappelées sur le marché du travail et mises en relation avec ces quartiers où les gens manquent de soins. Elles ont ouvert la première clinique il y a 1 an. Depuis, leurs équipes ont déjà suivi près de 15 000 patients. Ce jour-là, en banlieue de Karachi, le docteur Ifat et ses collègues inaugurent leur 6e clinique et l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Ce quartier s'appelle Liari. C'est un quartier défavorisé et même un peu dangereux. Du coup, les femmes médecins ne veulent pas venir dans ce genre d'endroit. Même si elles travaillent, leur famille ne les autorise pas à venir dans ces quartiers. En général, elles ne veulent pas exercer ici. Grâce aux consultations en ligne, plus de problèmes de sécurité. Le jour de l'ouverture, près de 500 personnes se pressent pour parler à un docteur. Parmi elles, beaucoup de femmes sans ressources pour qui se déplacer est souvent compliqué. C'est vraiment difficile pour moi d'aller à l'hôpital toute seule. C'est plus facile de venir dans une clinique comme celle-ci, surtout avec un enfant. C'est une bonne méthode. À l'avenir, le docteur Ifat et son équipe veulent toucher encore plus de patients isolés, y compris dans les zones rurales. Elles espèrent ouvrir 2000 cliniques à travers le pays d'ici 2020
et recruter autant de femmes médecins. La résistance s'organise en Bolivie après l'approbation cette année par Washington d'une nouvelle loi transnationale pour lutter contre le trafic de drogue qui renforce notamment les outils judiciaires contre les barons latino-américains de la cocaïne. Le texte permet en effet, et c'est inédit, de demander l'extradition vers les États-Unis de paysans producteurs de coca. La Bolivie, troisième producteur mondial de cocaïne, a le droit de cultiver une quantité limitée de feuilles de coca destinées à la consommation traditionnelle de ces peuples indigènes. Le reportage de Reza Nourmahmod. Capellanilla, au cœur des Yungas, l'une des deux grandes régions productrices de coca de Bolivie. Ici, on cultive la feuille de génération en génération. Armando et sa famille en retirent chaque année 1 500 €. Ça nous aide à payer les études de nos enfants, la nourriture, les vêtements, l'électricité et plein d'autres choses. Sans la coca, notre famille serait ruinée, nous vivrions dans l'extrême pauvreté. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2006 d'Evo Morales, lui-même ancien producteur de coca, la feuille sacrée des Amérindiens est protégée par la Constitution. Pour les cocaleros, la récente loi antidrogue adoptée à Washington est vécue comme un affront. Le texte permet aux États-Unis de demander l'extradition de paysans si leur production de coca alimente la fabrication de cocaïne. Si une personne vend ma coca et qu'elle finit dans un laboratoire de drogue et qu'ensuite on me considère coupable, ce n'est pas correct. Nous nous sentons insultés, piétinés et humiliés. Et nous n'allons pas permettre que ce pays yankee nous humilie. 3 fois par an, Armando se rend à La Paz pour vendre sa production dans le plus grand marché légal de feuilles de coca de Bolivie. Les Boliviens consomment quotidiennement la plante pour combattre la fatigue ou encore le mal d'altitude. Le circuit de distribution est contrôlé par le gouvernement et les cocaleros eux-mêmes. Nous avons la capacité de nous superviser nous-mêmes et de nous assurer que la coca parvienne là où on en a réellement besoin, c'est-à-dire pour la consommation légale. Il devrait plutôt se concentrer sur la consommation interne de drogue artificielle aux États-Unis et ne pas s'immiscer dans un État où il existe des droits et des lois. D'après les Nations Unies, il existe environ 20 000 hectares de plantations de coca en Bolivie, dont 12 000 sont légaux. Ancien ministre bolivien des Affaires étrangères, Javier Murillo espère que la nouvelle loi américaine sera utilisée à bon escient. Il faut utiliser cet instrument en accord avec les véritables objectifs pour lesquels il a été créé, c'est-à-dire être efficace pour aider à l'extradition de ceux qui, selon toute évidence, alimentent effectivement le circuit du narcotrafic. Si on ne l'utilise pas comme il se doit, alors il peut finir par se transformer en instrument d'ingérence politique. Une ingérence politique officiellement dénoncée par le gouvernement du président Morales, qui avertit qu'aucune extradition de paysans cocaleros ne serait permise. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. L'histoire de Lyon se tisse au fil de la soie. Sur les pentes de la Croix-Rousse, le quartier historique des Canuts, la Maison Perle est la dernière manufacture familiale. Depuis 1752, l'atelier vit au rythme du cliquetis de ces 12 métiers à bras qui permettent aux tisserands de recréer les plus belles étoffes. Ce soir, dans Code 24, nous vous faisons rencontrer les derniers Canuts de Lyon. Lyon est toujours la capitale
capitale du tissage, Lyon est certainement toujours la capitale de la soie, parce que Lyon est l'héritière d'une très longue tradition et d'une technicité tout à fait remarquable. La soie à Lyon, encore aujourd'hui, c'est l'héritage de 4 siècles d'invention, de créativité, de développement. Il n'y a qu'à Lyon où on a ce potentiel de production, parce qu'on n'a pas les savoir-faire ailleurs. L'histoire de Lyon s'écrit toujours au fil de ce précieux tissu. Depuis plus de 10 ans, la ville accueille le marché des soies, dans l'ancien palais de la Bourse. Une fois par an, fabricants et acheteurs se rencontrent autour des plus belles étoffes. De la salive de ce petit verre, découvert d'abord en Chine, on élabore un fil précieux. À la Renaissance, François Ier veut concurrencer l'Italie et décide de faire de Lyon la capitale de la soie. À Lyon, on a la conjonction de 3 éléments qui vont expliquer le caractère extrêmement remarquable de la production. Le premier élément, c'est la volonté d'avoir en France un lieu de production de la soie. Donc c'est bien une volonté politique au départ. Le deuxième élément, c'est la présence à Lyon d'une communauté qui apprécie les beaux-arts et qui a très vite compris l'importance du dessin. Et le troisième élément, c'est la présence d'une communauté scientifique importante qui explique que c'est à Lyon qu'on a révolutionné le métier à tisser à plusieurs reprises. Cette histoire vit toujours sur les pentes de la Croix-Rousse. Dans le quartier historique des Canuts, les ouvriers de soierie, la maison Prel est la dernière manufacture familiale. Depuis 1752, Prel est spécialisée dans les tissus d'ameublement. Une dizaine de machines mécanisées tissent les pièces à raison de 50 mètres par jour, sous l'œil des petites mains de la maison. Mais plus haut, à l'atelier, le temps s'est presque arrêté. 12 métiers à bras permettent de recréer des monuments de l'histoire. En 1801, le métier à tisser, dit jacquard, a révolutionné le tissage de la soie en le mécanisant partiellement. Donc il travaille sur un métier jacquard. Le métier jacquard, c'est début 19e. Celle-ci date probablement 1875-1880 à peu près. Ces métiers sont complexes, sont anciens, sont lents, mais aucune machine n'est capable de faire des étoffes aussi compliquées. Le mariage de ce métier jacquard et de l'expérience d'un tisseur permet de faire des étoffes qui sont impossibles à faire de manière mécanique. Donc c'est pour ça que les plus belles, les plus beaux velours, les plus beaux brochets, comme celui-ci, sont faits à la main parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je vais appuyer sur ces marches pour lever les fils. Et chaque fil en fait est passé dans une maille. Et la maille est commandée par les mécaniques jacquard. Alors c'est une machine en fait qui demande beaucoup de minutie. Et c'est paradoxal, mais c'est aussi très physique. Par exemple, sur un velours, on peut soulever jusqu'à 80 kg. Et la marche, je vais la marcher 2500 fois dans la journée. Voilà. Donc 2500 fois 80 kg. Sébastien retisse à l'identique un fauteuil ayant appartenu à Marie-Antoinette, aujourd'hui propriété du Metropolitan de New York. Au total, il lui faudra près de 3 ans pour achever cette étoffe. Je fais entre 3,5 et 5 cm par jour sur celui-là. Là, on n'a pas du tout de moteur, c'est vraiment nous le moteur. À Lyon, seuls 7 canuts exercent encore sur des métiers à bras. Nicolas est le plus jeune d'entre eux. C'est important pour moi de participer à la sauvegarde justement d'un savoir-faire qui tente à disparaître. Et c'est dommage d'être à Lyon et de se dire qu'il n'y aura peut-être plus de canuts un jour, alors qu'on était des milliers il y a quelques décennies. Quand on arrive le matin, c'est pas tout le monde qui a la chance de travailler dans cette ambiance, où le temps s'est un peu arrêté. Et c'est vrai que quand on tisse toute la journée, on est amené à s'évader mentalement. Donc ça m'arrive de penser à l'origine des commandes, pour qui étaient faits les tissus à l'époque, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. La mémoire de la maison Prel est gardée précieusement dans ses registres depuis le 19e siècle. Comme ici, le détail de la commande passée par M. Garnier pour l'Opéra de Paris en 1874. C'est notre histoire, et puis j'allais dire peut-être un petit morceau de la grande histoire. Et pour nous, c'est un outil de travail fabuleux, parce que quand on a retrouvé ça, on avait tout le détail des métrages, on a pu reconstituer les décors, et on a pu être
complètement conforme à ce qui était fait à l'époque. La manufacture garde également quelques trésors sous clé, comme cet échantillon du retissage de la chambre de Louis XIV à Versailles, achevé en 1977. Louis XIV, devant marquer son époque, c'était une étoffe assez exceptionnelle et ça représentait 23 ans de tissage ininterrompu. On mettait le roi soleil ou on l'était pas. Hein. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.